Bien, chers amis, chers camarades, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amoureux de la philosophie et de Spinoza, c'est pour moi évidemment une grande joie et un grand honneur d'accueillir aujourd'hui Alain Badiou dans le cadre du séminaire Spinoza à Paris 8, que j'anime donc depuis plusieurs années avec Jacques Stetter, qui rédige actuellement donc une thèse de doctorat sur Spinoza. Un séminaire donc qui est entièrement visible en ligne grâce au travail de Carmen Alves, en face de nous, qui, pour être étudiante en arts plastiques, n'en est pas moins philosophe et spinoziste, conjonction qui conviendra, je pense, à notre invité. Séminaire qui a toujours bénéficié, depuis sa création, du soutien institutionnel de notre université, ainsi que de notre unité de recherche, le laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, dont j'ai vu Stéphane Doyeleux, un des fondateurs et un des directeurs. Que tous donc soient ici remerciés très chaleureusement. Et Patrice Fermeret nous a fait aussi l'honneur de venir en tant que directeur du département de philosophie jusqu'à il y a très peu de temps. Vous êtes ici chez vous, cher Alain, dans les lieux où vous avez conduit vos enseignements et vos recherches, sans oublier vos activités politiques et militantes pendant plusieurs décennies. Le nombreux public présent aujourd'hui en offre une nouvelle confirmation. Paris 8 a été un grand lieu du spinozisme, avec Deleuze, mais vous avez aussi toujours montré un grand intérêt pour Spinoza, comme on le voit dans le volume tout récemment publié de votre séminaire 1984-1985, intitulé « L'infini, Aristote, Spinoza, Hegel ». Il y a eu ensuite, en 1988, dans L'être et l'événement, et dans le prolongement de ce séminaire de 84-85 sur l'infini, la fameuse méditation 10 sur Spinoza, et plus précisément sur le mode infini, que vous interprétiez comme nom donné par Spinoza à un vide impossible à forclore. À forclore complètement, en tout cas. Dans Logique des mondes, en 2006, les références à Spinoza étaient nombreuses, et notamment votre thèse selon laquelle la mort, déclariez-vous, dans le sillage de Spinoza, devait être considérée comme une question purement logique. Vous y repreniez de ce fait à votre compte deux des plus célèbres et des plus provocantes formules de Spinoza. D'abord, nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure, éthique 3, proposition 4, et ensuite, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation de la vie et non une méditation de la mort, éthique 4, proposition 67. Plus récemment, en 2010, vous avez déclaré à nouveau votre intérêt pour Spinoza dans les entretiens avec Fabien Tarby, publiés sous le titre « La philosophie et l'événement », qu'il s'agisse de votre accord avec la quête spinoziste de la science intuitive ou connaissance du troisième genre, que vous interprétez comme démonstration mathématique ramassée en un point, en faisant le parallèle avec la thèse bergsonienne d'un point originaire de l'expérience. Point, je vous cite, que toute la didactique philosophique s'efforce de rejoindre et de transmettre. Ou qu'il s'agisse de votre présentation anticipée du troisième volume de la série L'être et l'événement, sous le titre L'immanence des vérités, titre repris en 2016 dans votre séminaire au théâtre de la commune d'Aubervilliers, dans lequel vous annonciez que vous alliez traiter des, je cite, des affects liés aux procédures de vérité, ce qui vous ferait nécessairement rencontrer, entre autres, la joie spinoziste, ce que nous ne pouvons que vous souhaiter, si vous respectiez votre programme de parler, je cite, d'enthousiasme pour la politique, de joie pour la connaissance scientifique, de plaisir pour l'art et de bonheur pour l'amour. J'ai même eu ma petite place dans cette grande histoire. Je n'ai jamais oublié nos premières rencontres et discussions dans les années 90, quand L'être et l'événement venaient de paraître, puis le fait que vous ayez accepté de faire partie de mon jury de thèse sur qualité et quantité dans la philosophie de Spinoza, en 1992 à la Sorbonne, en compagnie des mandarins de l'époque, visiblement émoustillés à l'idée de vous côtoyer pendant quelques heures sous les ors et les lambris de leur noble et ancienne université, et qui n'ont certes pas été déçus de votre magistrale reprise. Le séminaire Spinoza à Paris 8 a été créé dans l'idée de donner à voir et à entendre quelles ressources de pensée un philosophe ayant écrit il y a plus de 3 siècles, à l'exemple de Spinoza, peut encore présenter pour la philosophie contemporaine.
Une question toujours source d'inquiétude chez les philosophes et dont la réponse n'est jamais acquise. Le but n'était donc pas d'étudier Spinoza pour lui-même, encore que cette étude ne soit nullement méprisée ici, tout au contraire. Et d'ailleurs, les premières pages de votre avant-propos au séminaire de 84-85 témoignent de cette nécessité et de cet enthousiasme qu'il y a à affronter les textes les plus difficiles à main nue et manches retroussées, de se mettre dans le dur, un exercice pour lequel Spinoza s'avère en partenaire incomparable. Donc, sans négliger les apports indispensables de la philologie, des traductions, des lectures attentives proposées par les plus exigeants des interprètes de Spinoza, le séminaire Spinoza à Paris 8 voudrait être le lieu d'intervention de pensées contemporaines, assumant entièrement leur dimension contemporaine, mais qui ont, dans des mesures variables, trouvé en Spinoza des ressources ou des appuis dans leur propre voie de développement. Votre intervention, cher Alain Badiou, s'inscrit parfaitement dans ce cadre, non seulement pour ce qui est de ces lieux que vous avez tant fréquentés et qui gardent certainement quelques échos, quelques vibrations des voix qui les ont frappés. Non seulement pour le public, collègues, amis et étudiants, toujours heureux et avides de vous entendre, mais aussi pour l'esprit général d'une pensée qui se construit mathématico-morée et qui, de ce fait, ne pouvait manquer de se référer à celle de Spinoza. De ce point de vue, la fin de l'argumentaire que vous avez proposé pour cette intervention, où vous déclarez, je cite, « Le but de mon intervention est d'y voir clair dans cette stratification de l'infini et de lier cette clarification à ma propre théorie encore inédite des attributs de l'absolu, l'absolu étant pour moi le lieu de pensée de toutes les formes possibles du multiple. Eh bien, ceci représente très exactement, je pense, ce que nous tous, ici, aujourd'hui, attendons de votre part. Je vous laisse donc maintenant la parole en vous remerciant encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je reviendrai après. Merci naturellement pour cette représentation ou cette présentation tout à fait touchante pour moi et qui évoquait aussi en effet un long et important passé ici même. Et merci aussi pour avoir commencé à ponctuer l'intérêt que je porte à Spinoza depuis longtemps. Si on remonte en arrière, on peut remonter presque au commencement, car j'avais fait mon diplôme d'études supérieures sur Spinoza, voilà, sous la direction de Canguilhem, et je me confrontais déjà à l'époque avec le mystère des modes infinis. J'y reviens aujourd'hui, et vérifiant ainsi qu'en philosophie, on ne cesse de passer par où on est déjà passé, et en essayant d'éviter de tourner en rond, ce qui est très difficile. Alors, mon point de départ, c'est l'ensemble conceptuel composé dans l'éthique principalement par les termes suivants. 1. La substance, qui naturellement est infinie. 2. Les attributs de la substance, qui expriment, selon une traduction possible, l'essence éternelle et infinie de la substance. À ce titre, évidemment, il y a une infinité intrinsèque des attributs. Il ne saurait exprimer de façon finie l'essence éternelle et infinie de la substance. Et donc il faut bien voir qu'après l'infinité de la substance est déployée comme à la fois interne à cette infinité, mais différenciée, et d'autant plus différenciée qu'il y a une infinité d'attributs, une deuxième figure de l'infini qui à la fois s'écarte et exprime la première. Troisièmement, il y a le fait que le nombre même des attributs, si on peut parler de nombre, est infini. Non seulement chaque attribut exprime de façon infinie l'infinité de la substance, mais la substance prodigue cette expression de sa propre infinité de façon elle-même infinie, ce qui complique la chose. On peut appeler cette infinité extrinsèque. Et il y a une représentation intrinsèque de l'infinité de la substance dans l'attribut, et puis il y a une infinité extrinsèque des attributs en tant qu'ils sont infinis, et cette fois c'est une infinité, si je puis dire, numérique.
Et enfin, il y a l'existence obligée des modes infinis, dont Spinoza, à mon sens, j'y reviendrai, avait un besoin impérieux dans le champ démonstratif. C'est-à-dire que les modes infinis ne sont pas convoqués du tout à partir des exemples que Spinoza essaiera, de façon à mon avis difficile, d'en donner quand on lui en demandera, mais ils sont convoqués par la nécessité que dans la théorie générale de l'infini et de la causalité, dans le rapport de la causalité à l'infini, on a absolument besoin des modes infinis. En substance, je le dis tout de suite parce que c'est pas sur ce point que j'insisterai, on a besoin des modes infinis pour démontrer que l'infini ne peut pas produire directement du fini. Voilà. Et que tout ce qui résulte immédiatement d'une cause infinie reste infini. Négativement, ça signifie que si vous avez du fini, la causalité est elle-même un mode fini. Autrement dit, ceci organise des chaînes de causalité, la causalité des modes finis qui est intégralement marquée ou ponctuée par des modes finis, et puis l'éventuelle existence obligée des modes infinis qui, eux aussi, ne peuvent prodiguer que de l'infini. Alors ça, c'est un point intéressant, c'est que l'infini et le fini sont distingués du point de vue de la procédure opératoire, c'est-à-dire de la causalité, qui est la procédure opératoire de Spinoza, comme vous savez. Mais pour démontrer cette différence, il y a, lisez la démonstration de la proposition 27 du livre 1, hein. Si vous voulez cette démonstration, vous voyez qu'on ne peut pas démontrer ce point, en tout cas aux yeux de Spinoza, sans supposer qu'il existe des modes infinis. Et je voudrais remarquer au passage que cette idée que de l'infini ne peut pas procéder directement en termes de causalité, pas en termes d'immanence, mais en termes de causalité, ne peut pas procéder directement du fini, est une des manières de Spinoza de contester, sans le dire, la possibilité des miracles. Je l'interprète comme cela. Et que le miracle étant éventuellement une espèce d'occurrence singulière et exceptionnelle de l'infini en personne, si je puis dire, dans la causalité du fini. Le miracle est en ce moment où quelque chose de fini advient sous commandement de l'infinité, commandement causal, hein, j'insiste toujours. Évidemment, pour Spinoza, tout est dans Dieu, à la fin des fins. Mais il faut absolument distinguer la productivité immanente de la substance des chaînes de causalité identifiables comme telles. Et si dans une chaîne de causalité identifiable comme telle, on avait un infini qui produit immédiatement du fini, ce fini serait miraculeux. Or, Spinoza, évidemment, n'est pas partisan des miracles. Alors, pour résumer tout ça, voici le problème qu'on peut souligner. Infini est convoqué par Spinoza depuis son absoluité, la substance, c'est-à-dire l'essence éternelle et infinie de la substance, jusqu'à la nécessité de valoir pour des choses singulières, à savoir les modes d'infini. Donc infini n'est pas du tout un mot univoque chez Spinoza. Il balaye, si je puis dire, tout le territoire de l'expérience, depuis son être même, son être absolu, qui est la substance, jusqu'à la chose singulière qui est le mode. Dans tous les cas, on peut parler d'infini, et la médiation de ça, ce sont les attributs. Donc, finalement, vous avez à tout le moins 4 occurrences systémiques du concept d'infini chez Spinoza, et non pas une seule. Infinité de la substance, infinité intrinsèque des attributs, infinité extrinsèque des attributs du fait qu'ils sont en nombre infini, et existence obligée des modes infinis. Donc l'infini est quand même en position relativement énigmatique chez Spinoza, précisément parce que on peut se demander légitimement s'il y a
une univocité de toutes ces significations d'infini, ou s'il y a des significations différentes, et dans quelle mesure peut-on penser cette différence? Alors tout ça a donné de nombreuses querelles d'interprétation déjà, qui sont généralement centrées sur qu'est-ce que c'est que les attributs. Alors vous avez l'interprétation par l'expressivité déployée par Deleuze, et vous avez, à contrario, la stricte immanence ontologique soutenue par de nombreux interprètes, en un certain sens contre l'interprétation que Deleuze donne de l'expressivité des attributs au regard de la substance. Autrement dit, vous avez expressivité contre productivité immanente. Voilà. C'est-à-dire l'attribut n'est pas une interprétation de la substance, mais est une composition interne de la substance elle-même. Voilà. Mais ça, c'est une discussion ouverte. Il y a aussi l'idée que l'opposition entre l'idée que l'infini représente une espèce de transversalité structurale, c'est-à-dire qu'il est marqué dans chaque attribut par le caractère Bonjour. D'un mode infini, peut-être. Voilà. Alors, donc, il y a aussi une discussion tout à fait ouverte entre l'idée que ce qui finalement manifeste l'homogénéité de l'infini, c'est... Au revoir. Est marqué par la transversalité structurale, avec la fameuse proposition que l'ordre et la connexion des choses dans chaque attribut sont, pour employer un vocabulaire contemporain, sont isomorphes. Hein. Alors on peut penser que ce qui règle la question de l'infini, c'est cette isomorphie qui fait que entre chacun des attributs différents et de l'attribut à la substance, on a de façon structurale une isomorphie de la structure d'ordre. Contre quand même l'idée que certes il y a cela, mais qu'on ne peut pas éliminer une certaine différence d'être interne à l'unité divine elle-même. Par exemple, si on dit cela, on ne pense pas la différence entre l'infini au sens du mode infini et l'infini au sens de l'attribut infini. De toute évidence, elle échappe si on réduit tout au fait que c'est la même chose parce que la structure de l'ordre causal est la même. Il y a eu aussi la possibilité de formuler certains doutes sur les modes infinis. Moi-même, j'en ai formulé quelques-uns. Au vu aussi de l'évident embarras de Spinoza d'en donner des exemples, ce qu'il ne fait que dans la correspondance, et ces exemples sont magnifiques en un certain sens, mais pas forcément totalement convaincants. Mais laissons cette question de côté. Alors on peut douter sur les modes infinis, mais on peut en revanche considérer qu'il n'y a pas de raison que la chose singulière, les choses singulières, soient intrinsèquement finies. Pourquoi, après tout, n'existerait-il pas de choses singulières qui soient infinies? C'est un peu ce que Spinoza tente d'illustrer lorsqu'il parle de la figure de tout l'univers, faciès totus universi, qui est l'exemple qu'il donne de mode infini du côté de l'étendue. Quand il donne cet exemple de mode infini, la face de tout l'univers, on voit bien qu'il cherche à signifier que l'opposition entre mode et attribut, ou l'opposition entre mode et substance, n'a pas de raison de coïncider avec l'opposition entre fini et infini. Il n'y a pas de détermination intrinsèque qui oblige à superposer les deux. Et que donc le mode infini est pensable. Alors je voudrais me mêler de toute cette affaire
devant vous, de tous ces débats, de toutes ces complications, en vous proposant du concept d'attribut une construction intégralement rationnelle. C'est-à-dire permettant de penser, non pas dans le contexte Spinoza, mais en général, de penser la rationalité intégrale du concept d'attribut de l'absolu comme intériorité à l'absolu lui-même. Je me situerai dans l'interprétation de Spinoza qui consiste à dire que les attributs sont des corrélations ontologiques immanentes à la substance et non pas des perspectives ou des points de vue comme on peut le soutenir si on lit le texte Hara. Puisqu'après tout, l'attribut, c'est ce que l'entendement conçoit de la substance comme constituant son essence. Alors qu'est-ce que c'est que cet entendement? Alors finalement, c'est un point de vue subjectif sur la substance. Enfin, je suis d'accord avec ceux qui contestent cette possibilité et que c'est pas ça que Spinoza veut dire. Voilà. Alors, dans ces conditions, je vais donc... Je viens vous parler 2 minutes pendant votre conférence. Je ne veux pas vous mettre de barbe à papa sur votre cravate. Bon. Ce n'est pas cette blague que je fais. Voilà. Je viens dire que j'ai inventé la métasophie, qui est la post-philosophie, c'est-à-dire la praxis réelle. Que faire? C'est-à-dire, je vais vous dire à ces gens-là que vous allez de par le monde répondre à votre sagesse. Répondre à votre sagesse. Marchez, marchez. On est en marche. Voilà. On est en marche. Nous ne contestons pas que nous soyons en marche, enfin, sauf si on prend ça en un sens un peu trop précis aujourd'hui. Non. Oui. Allons-y. Donc, je reviens là où j'en étais. Je voudrais simplement vous proposer une construction qui établit la rationalité intégrale du concept d'attribut infini de l'absolu comme intériorité à l'absolu lui-même, donc comme immanence déployée, immanence productive interne. La seule différence étant que là où Spinoza, évidemment, essaie de penser cette multiplicité immanente, cette infinité immanente dans la figure d'une pensée de l'un, je vais le faire, moi, dans une pensée du multiple. Mais comme vous verrez, ce n'est pas une différence absolument décisive. Alors, partons à l'opposé de Spinoza, mais comme vous le verrez, nous allons le croiser, justement, le rencontrer, peut-être le reconstruire. Partons de l'idée que l'être d'une réalité quelconque est d'être une multiplicité. C'est-à-dire, l'un n'est pas, il n'y a que des multiplicités. Mais, si l'on dit ça, il faut être précis. La figure de l'être de quoi que ce soit, c'est une forme du multiple. Ce n'est pas simplement une multiplicité, c'est aussi une forme singulière de la multiplicité, puisqu'il en existe, comme on le sait, toute une gamme. C'est-à-dire une figure de l'être, c'est une figure du multiple composée de traits spécifiques de toute multiplicité, fini, infini, tel ou tel type d'infinité, ayant telle ou telle forme dans ce qui concerne ses parties ou l'agencement de ses éléments, etc. Donc, on définira ainsi l'absolu, le lieu de pensée où sont déployées la totalité des formes possibles du multiple. Le lieu de pensée où sont déployées la totalité des formes possibles du multiple. Je fais une parenthèse. Il est beaucoup question dans le champ politique aujourd'hui, enfin dans le champ de la politique, disons, un peu soulevée, un peu révoltée, des formes de vie. Vous avez sans doute entendu parler de ça.
Et en vérité, les formes de vie sont bien, en un certain sens, les formes possibles de la multiplicité immanente qu'est toute vie. On pourrait donc reprendre en partie cette ontologie dans la direction d'une pensée effective de ce que c'est que la revendication de nouvelles formes de vie. Elle serait en effet absolue au sens où elle participerait de l'existence d'une totalité des formes de vie comme puissance de la vie. Pour le moment, on dira que pour notre intellect, en restant spinoziste, pour notre intellect, la mathématique est le mode d'accès à l'absolu. Au sens précis où la mathématique est, pour nous, le mode de pensée rationnel de la totalité des formes du multiple. Alors peut-être pas de la totalité, puisque c'est pour nous, ça. Peut-être que la mathématique laisse de côté des formes du multiple, exactement comme chez Spinoza, avec l'étendue et l'entendement, on ne connaît pas des milliers d'autres attributs, puisqu'il y en a une infinité. Donc il se peut que des formes du multiple, éventuellement même des formes de vie, soient inaccessibles à notre intellect, mais pour l'instant, on travaillera à l'intérieur de ce qui nous est accessible, en pensant la mathématique comme le mode d'accès à ce lieu, c'est-à-dire en tant qu'elle est, sous les espèces, entre autres, de la théorie des ensembles, elle est, la mathématique, en effet, explicitement, la pensée de la totalité des formes possibles du multiple, telles que la rationalité y a accès. Alors, ce qui nous rapproche à nouveau de Spinoza, c'est ceci, c'est que ce lieu de pensée de la totalité des formes possibles du multiple n'est pas lui-même une forme possible du multiple. C'est-à-dire que le lieu des formes où on peut penser les formes possibles du multiple n'est pas lui-même dans la forme du multiple. Autrement dit, le lieu lui-même est soustrait à l'accès que nous avons aux formes du multiple, ou on peut dire aussi l'absolu n'est pas immédiatement comme s'il était interne à lui-même. Ce qui n'est pas une question de réflexivité, vous voyez, mais c'est une question d'intériorité. Si vous pensez les formes du multiple mathématiquement, vous vous ouvrez un accès au lieu supposé absolu d'existence de ces formes, mais le lieu lui-même reste soustrait à cet accès, puisque vous accédez au lieu, mais le lieu n'est pas dans le lieu, il n'est pas élément de lui-même. Voilà. Alors c'est un point qui a été très vite repéré dans l'histoire des mathématiques et de ce type de mathématiques, et qui a amené, ce qui nous met sur le chemin des attributs, à vrai dire, qui nous a amené à distinguer les ensembles qui sont les formes possibles de toute multiplicité existante, et qui sont exactement les objets possibles d'une pensée des formes possibles de l'existence, et puis les classes. Alors les classes sont des familles d'ensembles, rassemblées en général par une propriété explicite, mais qui n'est pas normée en tant que forme possible. Vous voyez l'ouverture qui s'inscrit un peu déjà du côté de l'idée qu'en vérité, certaines classes rassembleraient des formes possibles du multiple dans des conditions qui permettraient de dire qu'en un certain sens, elles sont des attributs de l'absolu. C'est-à-dire qu'elles expriment le lieu de pensée des formes du multiple de façon particulière, c'est-à-dire à l'intérieur d'une propriété spécifique,
après tout, exactement comme pour Spinoza, l'étendue ou l'entendement sont des classes de l'absolu, on pourrait presque dire cela, c'est-à-dire sont des figures de l'absolu différenciées, ce qui relève de l'entendement, les éléments de l'entendement ne sont pas les mêmes que les éléments de l'étendue, bien que la structure soit finalement la même, et bien que tout cela exprime en vérité quelque chose comme un accès possible à l'absolu lui-même. Alors, par un choix, comme toujours, très, très intéressant des mathématiciens, la classe générale, à savoir l'absolu lui-même, est toujours désignée par la lettre V. The void. The void. Ou si on parle latin, le vacuum. C'est pas ça qu'ils pensaient, les mathématiciens, je pense pas. Ils ont dit V, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut leur demander. Mais c'était une question historique. Mais souvent, ils choisissent des mots avec une intelligence philosophique inconsciente. Et désigner ça par V, c'est en effet admettre d'ouvrir à la pensée que, somme toute, le seul absolu véritable, c'est le vide. C'est-à-dire le lieu de tous les lieux. Le lieu de tous les lieux. Et alors, on pourrait faire l'analogie, pour faire un pas de plus dans cette direction, on pourrait faire l'analogie suivante. Le lieu en tant que tel, c'est-à-dire l'ensemble supposé, qui n'est pas un ensemble justement, mais le lieu supposé de toutes les formes pensables du multiple. Ce lieu serait la position de la substance de Spinoza. Les ensembles, eux, proprement dit, c'est-à-dire les formes possibles du multiple, seraient les modes, c'est-à-dire les choses particulières, et on pourrait alors penser que certaines classes, en revanche, sont des attributs. Donc on aurait le lieu général que permet d'explorer la théorie des ensembles comme théorie des formes du multiple. On aurait les formes du multiple particulières qu'on parvient à connaître, à étudier, et qui sont aussi les formes du multiple des objets empiriques. Hein. Parce que, tout de même, il faut bien se demander pourquoi les mathématiques permettent de penser les objets empiriques. Hein. Et ça, eh bien, si la mathématique, c'est la théorie générale de toutes les formes possibles de la multiplicité, vous allez forcément la rencontrer quand vous allez étudier des multiplicités particulières. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a qu'une partie de l'étude des multiplicités particulières commencera par en fixer la forme possible de multiplicité. Et donc par convoquer l'absolu dans la pensée d'une figure singulière, modale, de l'existence. Donc ça, c'est pas un vaste problème. Le problème, c'est de savoir s'il y a des attributs. Alors, les attributs, ça peut pas être le lieu lui-même, puisque lui, il est le lieu, donc il est l'absolu. C'est pas un attribut de l'absolu, c'est l'absolu, c'est comme la substance de Spinoza. Et ça peut pas être non plus les ensembles particuliers ou des ensembles particuliers, puisque ce sont visiblement les modes. C'est-à-dire les choses singulières, les choses particulières, qu'on pense en tant que multiples, existants, ayant une certaine forme. Vous voyez ? Alors, en réalité, si on examine de près la complexité mathématique de la question, on s'aperçoit qu'il existe bel et bien des attributs. Il existe bel et bien des attributs, c'est ça que je voudrais vous montrer, à la fois parce que c'est intéressant en soi-même, parce que d'une certaine manière, ça éclaire d'un jour singulier la notion d'attribut chez Spinoza lui-même. Hein. Et les attributs. Alors un attribut, ça ne va pas être, j'y insiste, ça ne peut pas être un ensemble. Parce que si c'était un ensemble, ce serait un mode, hein, dans le lexique de Spinoza. C'est-à-dire une chose singulière. Donc, un attribut, ça va être une classe qui n'est pas un ensemble. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est ? Ben justement,
justement, si on essaie de le penser comme un attribut, c'est-à-dire comme quelque chose qui exprime la substance sans s'identifier avec elle, on aura un éclaircissement sur ce que c'est qu'une classe. Montrons un peu la chose comme ça. Supposons que nous ayons le lieu, là, V. Puis supposons que nous... Alors, V il est composé de modes. Il produit toutes les formes possibles de l'existence. Donc, et lui, il n'est pas un mode. Donc, il n'est pas inclus dans ce qu'il dispose. Mais supposez que vous ayez quelque chose qui est intérieur à ça, et qui y ressemble, mais qui n'en est en quelque sorte qu'un morceau particulier. Voilà. Et à supposer que, alors là on aurait V, là en dessous, ça, ce serait ensemble, un X quelconque, hein. Donc V serait composé d'X, mais V ne serait pas un X, et puis ça serait une classe, mettons C, qui, sans être un ensemble, et sans être V, aurait néanmoins des propriétés très semblables à celles de V. Voilà. Ça serait ça un attribut. C'est quelque chose qui exprime les possibilités immanentes de V d'une certaine manière, qui les exprime à l'intérieur de V, parce que C sera une partie de V, et qui les exprime dans des conditions telles que ça mérite le nom d'attribut au sens de Spinoza, c'est-à-dire cette classe représente, d'une certaine manière, à l'intérieur de V, les propriétés les plus importantes de V lui-même. Alors, penser une chose comme ça, c'est quand même très important, hein, parce que c'est, si je puis dire, une métonymie fondamentale, quoi. C'est-à-dire le moment où une partie va valoir pour le tout en étant tout à fait différente du tout lui-même, et tout en étant intérieure au tout, en étant un morceau ou un fragment du tout. Alors, des classes qui ont des caractéristiques un peu analogues, de façon alors très vague, au lieu absolu, il est assez facile d'en trouver, d'en construire. Bon, on va pas faire beaucoup de mathématiques, n'ayez pas peur. Si à un moment donné, ça vous paraît trop vous le dites. Mais pour dire qu'un ensemble appartient à quelque chose, je pense que vous savez quand même qu'on le note comme ça. Alors, ce que nous avons, c'est que tout X, d'un certain point de vue, appartient à V. Évidemment. Même qu'on peut dire réciproquement que tout ce qui appartient à V, c'est un ensemble. Ceci dit, cette écriture, elle est battable. Elle est fausse. Parce que le signe là, il n'opère qu'entre des ensembles. Et V n'en est pas un. Donc c'est uniquement une façon de parler, ou une façon d'écrire. C'est une commodité. Au niveau de mathématiques ou de ça, il y a beaucoup de commodités. C'est une commodité. Alors on lit ça, X est une... Alors lisons-le philosophiquement, ça veut dire X est une forme possible du multiple, identifiable donc comme ensemble, et de ce point de vue, figurant dans V, puisque V est supposé être la récollection totale de toutes les formes possibles du multiple. Alors, ça c'était pour rappeler la question. Et si on veut avoir une classe C qui ressemble à V, elle va naturellement, premièrement, être composée d'ensembles. Elle va être composée d'ensemble, elle va être comme V, tout en étant en même temps une partie de V. Alors que la classe soit une partie de V, ça va se noter comme ça. Bon, c'est les deux seuls signes
avec lesquels vous embêterez aujourd'hui, donc c'est quand même pas terrible. Celui-là, ça veut dire être une partie de. Ça veut dire être un élément de, ça veut dire être une partie. La dialectique de l'élément et de la partie, c'est un point absolument fondamental et de portée philosophique majeure, mais c'est pas de ça qu'on parlera. Donc, le problème, c'est de savoir s'il peut exister quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui, quoique étant dans V, a quelque chose de commun avec V lui-même, et élémentairement en tout cas, est composé d'ensemble et intérieur à V. Alors, est-ce que ça suffit, ces propriétés-là? Ben non. Vous voyez bien qu'on peut prendre un morceau quelconque de V, ça ne veut pas dire qu'il va ressembler à V. Il peut rester au statut amorphe de morceau de V, qui ne ressemble pas du tout à V. On va donc construire les conditions d'une ressemblance. Alors, je saute un peu des étapes pour venir au cœur fondamental de la question. Le cœur fondamental de la question est le suivant. Qu'est-ce que ça veut dire que la classe C interne à V ressemble à V? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comme vous voyez, ça ne peut pas être quantitatif, puisque C est de toute façon un morceau de V. Donc on pourra toujours soutenir, tout ça se passe à des niveaux d'infinité inexprimables, on pourra toujours dire que puisque C est un morceau de V, il est plus petit. Bon, tout ça nage un peu dans la nuée, mais enfin intuitivement c'est quand même vrai. Donc la ressemblance fondamentale ne peut pas être quantitative. Mais alors qu'est-ce que ça peut être? Pendant longtemps, les mathématiciens n'ont pas vraiment résolu la question, et ce dont je vais vous parler maintenant n'est pas très vieux. Hein, pas très vieux. Finalement, ils se sont dit ceci. Ce qui caractérise une forme particulière du multiple, c'est qu'elle a certaines propriétés. Ça, c'est pas compliqué en fait. Une forme particulière du multiple, forme spécifique du multiple, est définie par des propriétés qui la distinguent d'autres formes particulières du multiple. Je donne quelques-unes de ces distinctions. Il y a des formes du multiple qui sont des multiplicités finies. Il y a des formes du multiple qui sont des multiplicités infinies. Il y a des formes du multiple qui sont certaines figures de l'infini et d'autres figures de l'infini. Il y a des formes du multiple qui portent une forte structure d'ordre et d'autres qui sont malaisément ordonnées, etc., etc. Et c'est ça l'ensemble des propriétés qui sont susceptibles de définir, à la fin des fins, la totalité des formes possibles du multiple. Par conséquent, un X appartenant à V est toujours déterminé par un certain nombre de propriétés. Alors, notons phi une propriété. Alors, ça, on va noter ça. Ça veut dire X à la propriété phi. Le fait d'avoir la propriété phi, normalement, on va définir X lui-même. Donc, ce ne sera pas une seule propriété, en fait, il y en aura des tas. Hein. On va les rassembler toutes et on va dire, voilà, il a la propriété phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5, et c'est lui. Donc, X est identifié en tant qu'élément de V par la propriété phi. Et, au fond, on voudrait, pour que l'attribut ressemble à la substance, que quand X est défini par une certaine propriété dans V, eh bien, il soit aussi défini par une certaine propriété dans C. Ou que la définition d'une forme possible du multiple dans V trouve son équivalent ou son corrélat dans l'attribut C. Ça, ce serait exactement très proche de ce que Spinoza essaie de nous dire, finalement. C'est-à-dire que dans l'attribut, les choses qui existent sont représentées avec des propriétés qui sont, en un certain sens, celles qu'elles ont dans la substance elle-même. C'est-à-dire que la propriété déléguée par l'absolu va se retrouver dans l'attribut. Et l'attribut va, de ce point de vue-là, exprimer en effet l'absoluité au sens de Spinoza. Ça suppose
qu'entre V et C, il y ait une relation. Ça ne suffit pas, vous comprenez, de dire que C est dans V. Ça, c'est trop pauvre. On ne peut pas s'en sortir là-dessus. Et vous remarquerez que c'est vrai aussi pour Spinoza. Parce que qu'est-ce qui distingue deux attributs chez Spinoza? Ce n'est pas le fait qu'ils sont intérieurs tous les deux à la substance. Il faut autre chose. Si vous voulez distinguer l'attribut étendu de l'attribut pensé, vous devez dire autre chose que le fait que ce sont deux attributs. Parce que sinon, vous direz, oui, ben, finalement, il n'y en a qu'un attribut. Hein. Voilà. La multiplicité infinie des attributs exige que la représentation de l'absolu par l'attribut soit aussi un transfert, un transport des caractéristiques de ce dont on parle de la substance à l'attribut à l'intérieur de la substance elle-même. Donc là, si on traduit ça, ça veut dire entre V, lieu de toutes les formes possibles du multiple, et C, qui est une sous-classe de cet absolu, il doit y avoir une corrélation quelconque qui n'est pas simplement le fait, qui n'est pas simplement celle-ci. À savoir que C est un morceau de V, qui ne sera même plus. On gardera l'immanence. Alors, cette propriété doit être en rapport avec le fait que les X qui sont dans V sont définis par des propriétés. Alors, on va appeler cette fonction J. Elle s'appelle, les mathématiciens l'ont appelé un plongement. Le plongement de l'absolu dans l'attribut. Appelons cette relation J. Au fond, toute affaire va être que s'il y a phi de X dans V, il y aura phi de J de X dans C. C'est ça le noyau absolu de la condition attributive. Et vous aurez une corrélation systémique entre V et C à l'intérieur de V. Je vous rappelle que tout ça se passe à l'intérieur de V, bien entendu. De telle sorte que quand une forme du multiple est définie par une propriété, la forme du multiple qui lui correspond dans l'attribut, voilà, est aussi définie par la même propriété. Donc, J, le plongement, consiste à transférer, cette fois, la vérité des choses, pas simplement leur existence, vous voyez. C'est-à-dire ce qui est vrai absolument quant à la définition d'une multiplicité quelconque, va rester vrai par la corrélation J dans l'attribut concerné. Et donc la corrélation n'est pas cesse d'être une corrélation en quelque sorte quantitative. C est dans V, immanence, C est plus petit que V, c'est pas l'absolu. Elle va cesser d'être uniquement ça qui est gardé pour devenir ce qu'on pourra appeler une corrélation de vérité. C'est-à-dire ce qui est vrai au niveau de l'absolu va être projeté comme vrai par le rapport entre les deux dans ce que les mathématiciens appellent une classe de V, et que moi j'appelle de plus en plus un attribut. Voilà. Alors, il y a une objection qu'on peut faire. L'objection qu'on peut faire est le point délicat de tout ça. Ça, c'est intéressant, sauf si J de X est constamment égal à X. Parce que si J de X égale X, ben en disant ça, vous ne dites rien du tout. Vous dites qu'il y a phi de X dans l'un et il y a phi de X dans l'autre. Et donc J devient l'égalité. Et ça, c'est pas intéressant du tout, parce que ça ne signifie pas du tout que l'attribut exprime de façon singulière l'absolu, ça signifie simplement que l'absolu se prodigue comme lui-même partout où il se manifeste. Et donc, ça n'est intéressant que si au moins en un point, ça n'est pas vrai ça. C'est-à-dire, au moins en un point, mettons A, on a J de A différent de A.
Parce qu'à ce moment-là, vous allez savoir comment différencier les attributs, vous voyez. Vous allez les différencier par le système propre de leur différence avec l'absolu lui-même. Étant entendu que, cependant, les vérités vont être maintenues. Et ça, je ne veux pas m'y attarder trop, mais ça, c'est un des référents pratiques très considérables. Parce que vous voyez bien que c'est l'introduction du principe de nouveauté, de différenciation. C'est-à-dire que l'attribut est une nouveauté immanente à la substance en même temps qu'il exprime la substance. Et donc, c'est une dialectique de la différence comme forme suprême de l'identité. C'est-à-dire c'est parce que c'est différent que c'est particulièrement expressif de l'identité absolue de la chose. Alors, je récapitule tout ça, très synthétiquement. L'absolu V, forme générale, accessible par la pensée mathématique de l'ensemble des configurations du multiple, c'est une classe interne à V X, un élément de V, défini par la propriété phi. X est identifié par phi. Et puis J. Et donc J de X appartenant à C avec phi de J de X. Ceci étant intéressant si J de X est différent de X. Nous avons là le tableau formel de ce que c'est qu'un attribut. Si tout ceci est réalisé. Si tout ceci est réalisé, donc ce que c'est un attribut, c'est-à-dire c'est intérieur à la substance, c'est différent de la substance quantitativement, parce que c'est immanent à la substance, mais c'est intérieur à elle, ça ne la recouvre pas tout entière, et c'est en corrélation expressive de vérité, sans que ce soit une vérité de la répétition, mais une vérité portant aussi, conservée aussi dans la différence, par une opération systémique de corrélation des deux niveaux. Alors, les mathématiciens disent que si le plongement J est l'identité, ils l'appellent un plongement trivial. Voilà. Voilà. Un plongement trivial. Et si ce n'est pas le cas, c'est un plongement non trivial. Alors finalement, un attribut de l'absolu, c'est une classe, Dieu c'est absolu, telle que entre l'absolu et cette classe, il existe un plongement élémentaire non trivial. Voilà. La définition intégrale de ce que c'est qu'un attribut. Alors, quel est l'intérêt de tout ça, vous direz? L'intérêt mathématique est considérable. Je vais introduire tout à l'heure un point qui est un véritable coup de théâtre. L'intérêt mathématique est considérable, on verra tout à l'heure pourquoi. Parce que, d'une certaine manière, c'est l'exploration intérieure des caractéristiques de l'absolu. Absolu qu'on ne peut pas injecter dans la théorie, puisqu'il est le lieu de la théorie elle-même. Alors on va travailler sur des attributs intérieurs qui, eux, ne sont pas vraiment non plus des ensembles, mais sont déjà plus abordables parce qu'ils sont définis par une propriété particulière. C'est-à-dire les membres de la classe, ils ont une propriété. Par exemple, la propriété d'être des nombres ordinaux, ou la propriété d'être des nombres cardinaux, des propriétés de cet ordre-là, qui sont très générales, mais qui spécifient quelque chose dans l'absolu. Et l'absolu va donc, en un certain sens, réellement s'exprimer à l'intérieur de lui-même
non seulement au niveau de l'immanence quantitative, du fait que la classe est à l'intérieur de l'absolu, mais au niveau même des vérités qu'il prodigue, c'est-à-dire de la définition effective des propriétés d'une multiplicité quelconque, c'est-à-dire l'exploration de toutes les formes du multiple, va se trouver à la fois répétée en un certain sens dans l'attribut, mais décalée aussi, puisqu'il y aura des cas où J de X est différent de X. Et donc c'est un peu comme si un attribut, c'était quelque chose qui représente la substance à l'intérieur même de différences au niveau des vérités. C'est-à-dire c'est ce qui montre la possibilité pour la théorie des formes générales du multiple d'admettre des corrélations ou des mouvements intérieurs qui déplacent un tout petit peu telle ou telle caractéristique des vérités du point de vue de leur champ d'application. Parce que là, la propriété phi est la même, mais le x n'est pas le même, puisque j de x est différent de x. Autrement dit, vous voyez, c'est l'idée fondamentale que je crois réellement être présente chez Spinoza lorsqu'il s'engage dans cette aventure des attributs qui est quand même très tortueuse et très difficile. Et à certains moments, on se dit, oui, d'accord, l'étendue et la pensée, c'est la même chose parce que c'est la même structure d'ordre. Hein, ça, c'est la propriété phi. Hein, c'est la même structure d'ordre. Mais le fait que ce soit la même structure d'ordre ne nous explique pas exactement pourquoi c'est différent en même temps. Vous voyez, si vous dites ordo et connexion rerum, idem est at ordo et connexion des, que l'ordre et la connexion des choses est le même que l'ordre et la connexion des idées, ça vous donne une identité structurale. Mais ça ne explique pas encore de façon claire ce qui fait qu'une chose et une idée, ce n'est pas la même chose. Tandis que là, vous l'avez, l'explication. Vous avez la vérité, les vérités concernant les formes du multiple se manifestent dans l'attribut en intégrant un principe de différenciation en même temps qu'un principe d'identité. On peut donc dire que c'est une version dialectisée de l'attribut de Spinoza. Alors vous me direz, bon, voilà, ça c'est substance, attribut et les modes, les x et les j de x. Mais que devient là-dedans, qu'est-ce qui est en fonction particulière du mode infini? Le mode infini, qu'est-ce qui devient dans cette affaire? Alors là, il y a un théorème absolument magnifique. Un théorème absolument magnifique que je vais vous raconter, pas vous démontrer, parce que là, la démonstration de celui-là, c'est pas de la tarte. Voilà ce qui se passe. On ne peut pas démontrer que ce cas de figure existe. Si vous prenez la théorie des ensembles comme elle est, vous ne pouvez pas démontrer à l'intérieur de la théorie des ensembles comme elle est qu'il existe réellement des attributs du lieu absolu. On les a définis, là. Et la question de savoir si vous les définissez, ce n'est pas la même chose de savoir s'ils existent. Hein. Pour que quelque chose existe en mathématiques, il faut une preuve d'existence. Donc on pourrait dire, oui, c'est bien joli, tout ça, mais c'est une construction vide. Peut-être que tout simplement, il n'y a que l'absolu tout seul. Et que les attributs, il n'y en a pas. Et peut-être qu'il y a le lieu général de la théorie des formes du multiple, puis voilà, qu'elle n'est pas exprimée intérieurement par des attributs différenciés. Ça serait très embêtant parce qu'on retomberait dans la difficulté extrême. Oui, mais alors, finalement, les idées et les choses, alors, en quel sens c'est... Si ce sont simplement des éléments de la substance comme toute chose, la différenciation disparaît. Vous voyez bien que les attributs, chez Spinoza, ils sont destinés à créer un arrière-plan infini. À quoi? Eh bien, la distinction entre la pensée et l'étendue. Donc au grand thème cartésien, c'est tout. Simplement, lui, la pensée et l'étendue, ce n'est pas des
Ce n'est pas des dimensions de l'humanité ou quoi que ce soit de ce genre. Ce sont les déterminations internes de l'absolu lui-même, de la substance, avec une identité structurale fondamentale. Enfin, reste que c'est différent. Ça, c'est un point quand même sur lequel il est très difficile à Spinoza de s'expliquer complètement. Je vous ai dit que pour s'en sortir, il faut introduire des modes infinis. Alors là, pour l'instant, mode infini, c'est pas entré dans la construction. Alors c'est là qu'intervient un théorème tout à fait stupéfiant. Le théorème est le suivant. S'il existe un plongement élémentaire non trivial, c'est-à-dire si réellement ce que je viens de dire là, ça existe. On ne va pas prouver que ça existe, mais on va faire la supposition que ça existe. Supposons que ça existe. C'est-à-dire supposons qu'il y ait des attributs de l'absolu, finalement. Alors, il existe un type d'infinité qu'on ne connaissait pas avant. Plus grand que tous ceux qu'on connaissait avant. Vous reconnaîtrez dans ce personnage, évidemment, le mode infini. C'est-à-dire un type d'infini, c'est-à-dire un nombre cardinal, hein, c'est-à-dire un ensemble, là. Il existe un ensemble qui représente un type d'infinité extraordinairement élevé, qu'on appelle le cardinal mesurable, peu importe son nom. Mais vous voyez le point. C'est-à-dire que s'il existe quelque chose comme ça, alors il existe un ensemble K qui est supérieur à tous les infinis qu'on a déjà définis dans le cadre de la théorie. Autrement dit, il existe ce que les mathématiciens eux-mêmes ont finalement appelé un témoin de l'existence des attributs. Et alors, ils sont, comme ils cherchent toujours les réciproques, les mathématiciens, ils ont aussi démontré que si ce type d'infini existe, alors il existe un plongement élémentaire non trivial. Donc, ils ont fondé, démontré, ce qui, chez Spinoza, restait quand même une nébuleuse géniale. Hein. Ils ont démontré qu'il y a un lien constitutif entre l'existence de quelque chose d'infini et l'existence des attributs. Ce théorème est une des grandes victoires, un des grands chefs-d'œuvre de la théorie des ensembles modernes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il montre que une hypothèse purement structurale, à savoir l'existence d'une corrélation interne au lieu absolu sous la forme d'un attribut, que cette supposition, si elle est valide, admettra un témoin existentiel, c'est-à-dire l'existence effective d'une forme du multiple qu'on ne connaissait pas. Et moi, c'est un admirable théorème politique. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous arrivez à penser, voire à édifier à l'intérieur ou dans la surface du monde tel qu'il est, quelque chose qui est la possibilité de l'exprimer, mais dans une différence, puisque J de X ne sera pas toujours égal à X. Et si vous arrivez à introduire dans le monde quelque chose qui ne le détruit pas, mais qui le conserve dans la différence, et cette différence peut être très grande, c'est-à-dire si vous faites vraiment quelque chose, quoi. Si vous faites vraiment quelque chose qui ne soit pas dans la figure de la destruction pure et simple, mais qui ne soit pas non plus dans la figure de la conservation, qui soit une expression intérieure différenciée. Si vous faites ça, eh bien, un chef-d'œuvre en témoignera, c'est-à-dire un infini existentiel nouveau, une création, quelque chose qui n'existait pas. Voilà.
Et donc, ça établit le lien, que je dis politique au sens large, entre les actions structurelles, si je puis dire, de la politique, c'est-à-dire son déploiement effectif dans la dimension possible d'un attribut de ce qu'il y a, et quelque chose qui témoigne de cet effort et qui, lui, est une existence d'une intensité sans précédent. Et la réciproque est vraie pour les mathématiciens. C'est-à-dire, si vous êtes dans le sentiment d'une intensité sans précédent, c'est probablement qu'il y a quelque part un effet structural expressif et différencié. Donc on pourrait dire que tout ça, Spinoza conjoint à la mathématique contemporaine, c'est quelque chose qui nous enseigne la valeur extrême de la notion d'attribut. C'est-à-dire qu'il faut se laisser enfermer dans l'idée qu'il n'y a que conservation ou destruction. Au fond, l'attribut, chez Spinoza lui-même, c'est une expression de l'absoluité de la substance totalement différenciée d'une autre. Il insiste là-dessus, Spinoza. Il dit deux attributs différents n'ont rien de commun. Alors lui, c'est une différenciation radicale entre deux attributs. Alors même si on est plus prudent, même si on dit qu'un plongement élémentaire produit des différenciations plus localisées, quand même c'est de la différence qu'il doit s'agir. Alors si vous avez un témoignage par l'existence d'une forme de vie, d'une intensité sans précédent, le cas qui est là, le cardinal géant, c'est que cette modification structurale a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a une liaison de témoignage et par conséquent une liaison subjective entre ce qui tente d'exprimer l'absoluité à l'intérieur d'une situation non maîtrisée comme telle, d'une part, et d'autre part, la création ou l'apparition d'une forme d'intensité sans précédent. Et bien voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Bien, merci beaucoup Alain pour cet exposé absolument splendide qui risquerait d'en laisser plus d'un sans voix, qui pourrait avoir cet effet. Mais on va essayer de lutter contre cet effet. On va essayer de mettre des mots, de construire petit à petit un discours après cette démonstration, cette série de démonstrations archi convaincantes et archi frappantes. C'est un peu mon rôle de faire cette transition. Je vais essayer de vous dire ce que j'entends dans l'exposé d'Alain Badiou. Au fond, si vous voulez, enfin, c'est comme ça que j'entends la chose. Bon, d'abord, je ne connais pas l'histoire des mathématiques, je ne sais pas de quand date ce théorème, mais il y a quelque chose de tout à fait frappant. Si vous voulez, vous savez bien que Alain Badiou est platonicien, entre guillemets, et il m'a semblé assez clairement, peut-être vous aurez une réponse à apporter à cela, que les attributs jouent dans la vision que vous en proposez quelque chose d'un peu équivalent au grand genre platonicien. Et au fond, quand je dis grand genre platonicien, ça aurait pu être encore d'autres structures. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que vous avez dit, en tout cas à mes yeux, de plus frappant, une philosophie est toujours confrontée au problème d'avoir un absolu tellement fort qu'au fond, il dissout
tous les éléments qui lui appartiennent. Et comme vous avez dit, si justement, il n'y a plus que l'absolu. Il n'y a plus d'attribut, il n'y a plus de différenciation, on n'arrive plus à distinguer la pensée et l'étendue, et on se retrouve dans une espèce de substance, c'est souvent le reproche qu'on a fait à Spinoza d'ailleurs, acosmique, ayant avalé tous ses enfants, comme une espèce de mer géante, et les choses singulières n'étant plus que des illusions. Alors les attributs ont pour fonction de produire une espèce de différenciation, et qui serait une différenciation objective et non pas une différenciation subjective. C'est-à-dire que ce ne seraient pas les catégories que chacun d'entre nous peut avoir lorsque, selon son éducation, ses habitudes, ses lectures, il va découper le monde en ouvriers, en capitalistes, ou alors en hommes et en femmes, ou en solides, liquides et gazeux, enfin toutes les catégories que nous apprend l'expérience. Non, ça serait des catégories qui ne seraient pas variables, subjectives, à remettre en cause, mais des catégories, si on ose dire, ontologiquement, objectivement fiables, des similitudes objectives. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est ce après quoi court la philosophie depuis toujours. Et c'est magnifique d'entendre comment cette question est reprise par les mathématiques ici, qui vraiment sont le langage de l'ontologie, comme vous l'avez développé dans l'être et l'événement. Donc voilà, voilà la libre interprétation que je fais de ce propos, et dans laquelle je crois que toute votre propre démarche est comprise, c'est-à-dire qu'au fond, un peu comme la science intuitive est une espèce de graal philosophique, eh bien, l'idée de similitude objective est aussi une sorte de graal philosophique. Parce qu'au fond, on veut des différences, mais on voudrait que ces différences ne soient pas arbitraires. Donc on veut une chose et son contraire. Et ce plongement dans lequel vous nous avez en quelque sorte plongé, c'est le cas de le dire, produit cet effet. Donc un effet très sidérant, parce qu'on s'est dit, mais ça y est, le trésor est là. Je touche la pierre philosophale, enfin quelque chose de cet ordre, vous voyez. Donc c'est très frappant. Je vais laisser la parole au public si quelqu'un veut poser une question, ou peut-être vous voulez vous-même répondre à ce que je viens de dire, je ne sais pas. Ça serait pas mal, oui. Oui, juste une petite chose. Oui. Il y a dans l'affaire, on peut introduire dans l'affaire comme un élément supplémentaire la prudence des mathématiciens, parce que gardons présent à l'esprit que les mathématiciens ne prétendent pas démontrer que le plongement élémentaire existe. Ils disent, s'il existe cette infinité intense, particulière, qui est un cardinal mesurable, alors il y a un plongement élémentaire. Et s'il y a un plongement élémentaire, il sera annoncé comme par une étoile, si je puis dire, par l'existence du cardinal mesurable, c'est-à-dire d'un infini gigantesque. Ils disent ça. Et donc, ils ne nous tirent pas complètement des incertitudes du chemin que tu décris, parce que, au fond, la différence qu'ils introduisent est une différence que l'on peut toujours, en un certain sens, décliner. Voilà. Alors, c'est un grand problème à l'intérieur des mathématiques, d'ailleurs, parce que faut-il admettre tout ça? Donc, faut-il admettre à la fois le témoin qu'est l'infini gigantesque qui apparaît à ce moment-là, et en même temps le plongement élémentaire, c'est-à-dire au fond la logique des attributs différenciés, faut-il l'admettre, ou bien est-ce que c'est une spéculation, voilà. Alors, la manière de faire des mathématiciens dans ce cas-là, c'est de dire, tant qu'on n'a pas démontré que c'est faux, on va penser que c'est vrai, voilà. Alors, mais un philosophe a du mal à dire ça, à dire tant que vous n'aurez pas démontré que j'ai tort, j'ai raison. Parce que la démonstration, là, c'est pas accepté par tout le monde dans les mêmes termes dans notre milieu que dans celui des mathématiciens. Et pour l'instant, je veux quand même vous faire la chronique de ce théorème, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a ni à la supposition
qu'il existe un prolongement élémentaire non trivial, au moins, mais s'il en existe un, il doit en exister plein, hein, comme dit Spinoza pour les attributs, ni à propos de l'existence d'un cardinal mesurable, on a pu trouver une contradiction. Jusqu'à présent, c'est l'état des choses. Hein. Et donc, en vérité, on sait très bien comment ça se passe. Si pendant très 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 longtemps, il n'y a pas de contradiction, on finit par s'installer dans la conviction qu'il n'y en a pas. Il y a des incidents de parcours, quelquefois. Et alors, en philosophie, je pense qu'on pourrait presque dire qu'il y a deux tendances. La tendance à admettre, ça, et la tendance à ne pas l'admettre, finalement. Ça existe comme ça, un peu. Alors après, on spécifierait, on dirait, la façon de l'admettre, c'est comme ceci ou comme cela. Par exemple, manifestement, en réalité, sans rien connaître de cette mathématique, Spinoza admet quelque chose comme ça, lui. Voilà. Il admet que bien que sa philosophie soit une philosophie de l'un, eh bien, il y a de la différence. Parce que tout son problème des attributs, c'est de réfuter Parménide. C'est ça. C'est reprendre quelque chose d'essentiel de Parménide, à savoir, finalement, il n'y a que l'un, quand même, mais de réfuter les conséquences tragiques que Parménide et encore plus Zénon en ont tiré. Alors, pas de mouvement, pas de multiplicité, finalement, c'est accablant, quand même. Et alors, Spinoza, c'est Parménide avec la différence. Exactement comme, et ça tu avais raison de parler de Platon, Platon c'est Parménide, mais avec l'autre, voilà, le sophiste. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment traiter la conviction de l'un sans en faire un tel fétiche que finalement on n'a plus de différence. Alors la mathématique s'est mêlée de cette affaire assez récemment, et voilà, elle intervient dans cette discussion. Est-ce que... Alors, Stéphane Douane, je t'apporte le micro. Je vais passer derrière vous, s'il vous plaît. Oui, Stéphane veut parler. Oui, une toute petite question, mais c'est... Je suppose que ça marche. C'est les modes infinis, tu les as présentés donc évidemment au pluriel, quoi. Et après, dans la construction, finalement, l'élément K est au moins 1. Et comme tu viens de le rappeler, dès lors qu'il y en a au moins un, je veux dire, il y en a forcément, peut-être une infinité. Bon. Est-ce que cela doit être rattaché à le fait qu'il y en a, que parmi ces autres de l'au moins un, il y en a qui ne seraient pas pour nous? Est-ce qu'il y a effectivement du coup, je veux dire, voilà, quelque chose qui le relève, voilà. C'est effectivement c'est une vraie question qu'on peut adresser à Spinoza, c'est-à-dire que lui essaie d'avoir une garantie de cela en considérant qu'il y a une rigidité de l'isomorphie des attributs. Donc si l'ordre et la connexion des choses est la même que l'ordre et la connexion des idées, finalement l'ordre et la connexion dans n'importe quel attribut, y compris un attribut qui n'est pas pour nous, va porter trace malgré tout de ce qui se passe dans n'importe lequel des attributs. Donc si nous avons une conviction fondée sur un attribut, nous pouvons aussi dire que ça se passe aussi ailleurs. Mais du coup, la différence s'amoindrit, évidemment. On retombe dans la discussion. C'est-à-dire que finalement, à quoi ça rime cette différence dans les attributs si la structure est à ce point la même que finalement, l'expérience qu'on peut faire dans un attribut ne distingue en rien de l'expérience qu'on peut faire dans un autre. Parce que là, c'est pas pareil, malgré tout. Là, c'est pas pareil pour la raison qu'on peut spécifier le type singulier d'infini dont il s'agit et qui surgit, et ça va aussi ouvrir à d'autres. Ça va aussi ouvrir à d'autres parce que dès que vous avez un type d'infini, vous avez des types d'infini qui sont plus grands que lui. Voilà. Donc ça va réouvrir complètement la question de l'infini. De ce point de vue-là, c'est quand même plus fécond que Spinoza, mais il faut quand même, à mon avis, absolument saluer Spinoza d'avoir quand même flairé quelque chose là d'absolument essentiel, à savoir que la déclinaison intérieure de ce qui est un lieu de pensée comme tel, inaccessible seulement par ce qu'il dispose, mais pas par lui-même, que ça, c'est le lieu où il faut introduire de la différence. Et ça, je pense que... Et c'est pour ça que la notion d'attribut me paraît le point absolument sensible. Je suis encore plus sensible au fait qu'il a conçu que pour que ça fonctionne complètement, il fallait qu'il y ait le témoin aussi. Il fallait que le mode infini. Ça, c'est formidable, vraiment. Je suis le premier à l'avoir remarqué. Non, parce que personne ne connaît ça.
ce théorème mathématique. D'autres questions peut-être? Je vais poser une question alors. À Jack Stetter. Mais je trouve que c'est difficile à formuler. Je vais essayer quand même. Alors, juste pour clarifier un peu, en tout cas, les choses, pour moi, l'attribut, est-ce qu'elle est l'opération de plongement non triviale, ou est-ce que, vous voyez, est-ce que ça s'identifie à l'opération de plongement non trivial, ou est-ce que l'opération de plongement non trivial donne quelque chose non trivial, qui est la différence, qui est l'attribut? J'ai un peu deux questions en fait. Oui. Ouais. La question est tout à fait utile. Ça se passe exactement comme ça. Hein. On commence à examiner des classes comme telles. Hein. C'est-à-dire des ensembles, pas des ensembles, justement, des sous-conditions de l'absolu définies par une propriété particulière. Et on se demande ensuite ce que pourrait être un plongement élémentaire non trivial, la supposition d'un plongement élémentaire non trivial concernant cette classe. Alors, il y a des classes qui sont éliminées parce que, de toute évidence, il ne peut pas y avoir de plongement élémentaire non trivial les concernant. Il y en a d'autres qui sont retenues parce qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'elles existent comme classe à l'intérieur de l'absolu et qu'il y a un plongement élémentaire non trivial. Après, ce qu'on démontre, par contre, c'est que s'il y a un plongement élémentaire non trivial, il y a le mode infini. Enfin, il y a K. Ça, c'est une démonstration. Oui. Ça, c'est une démonstration. On démontre ensuite, c'est aussi une démonstration, que s'il y a ce type d'infini, alors il y a un plongement élémentaire non trivial. Mais on laisse en suspens, en définitive, la question de savoir si finalement il y a réellement un plongement élémentaire non trivial. Oui, ça reste supposant, on a dit souvent. Oui, supposant. Absolument. Ok. Oui, j'ai une deuxième question en fait, qui a à voir avec, au départ, vous avez distingué entre deux façons de concevoir l'attribut. En fonction de l'infini, intrinsèquement ou extrinsèquement. L'attribut qui exprime intrinsèquement l'infini de la substance, l'attribut qui est lui-même en infini quantitatif. Et ça, c'est un peu... Ou est-ce que ça se retrouve, cette distinction, dans le schéma mathématique? Oui, elle se retrouve parce que justement, à partir du moment où il est possible qu'il y ait un plongement élémentaire non trivial, il se pourrait fort bien, et il est infiniment probable qu'il y en a d'autres. C'est d'autres qui concernent d'autres classes. Oui. Voilà. Donc là, on va pouvoir soit se centrer intrinsèquement sur l'attribut considéré et sur le plongement élémentaire non trivial qu'on suppose, ou au contraire, on va être amené à explorer l'existence peut-être d'une infinité de plongements élémentaires non trivial différents, eux-mêmes marqués ou signifiés par des modes infinis différents. C'est-à-dire par des types d'infinités qui apparaîtront dans le ciel des étoiles infinies. Oui, merci. C'était vraiment extraordinaire. Oui, est-ce que vous avez... Ah oui. Ma question est historique et donc peut-être un petit peu extérieure. Mais je me souviens que dans le lettre et l'événement 1, vous faisiez un petit excursus spinoziste pour, au fond, à but réfutatif, où vous jouiez, vous introduisiez un coin dans la théorie spinoziste des attributs, et vous jouiez sur la fausse, enfin vous dénonciez d'une certaine façon la fausse, je ne sais pas comment dire, la fausse symétrie peut-être, entre justement l'attribut étendu et l'attribut pensé. Bon, ma question est toute simple, est-ce que vous considérez que ce que vous avez introduit ce soir, au fond, serait une manière spinoziste de lever la réfutation? Je pense que oui. Je pense que mon point de vue sur Spinoza, ça a modifié mon point de vue sur Spinoza. Absolument. Et je constate un mouvement continu de rapprochement avec Spinoza dans la partie actuelle de mon entreprise, partant d'assez loin, parce que quand j'ai fait mon diplôme sur Spinoza, il consistait à montrer que
en réalité, la démonstration de la proposition 27 ne marchait pas dans le livre 1. C'est-à-dire que la supposition des modes infinis me paraissait artificielle et j'interprétais comme ça, ce qui est évident. Spinoza n'était pas très content que quelqu'un lui demande « Mais alors, ces modes infinis, donnez-en un. » Bon, il bricole quelque chose. Il en avait besoin pour la raison démonstrative. Mais ce que je considère aujourd'hui, c'est que c'est lui qui avait raison quand même. C'est lui qui avait raison, c'est-à-dire qu'il est bien vrai que... il est bien vrai, premièrement, qu'il y ait un lien entre cette question de la différenciation des modes et la question de l'existence des modes infinis. Alors bon, ça, c'est le schéma, c'est l'apparition du cas qui est une obligation. Et d'autre part, je pense que en réalité, le fait qu'on puisse interpréter ça en termes de plongement élémentaire introduit un principe de différenciation qui touche, si je puis dire, à des déclinaisons de la même vérité dans des espaces différents. Et que je peux comprendre comme ça qu'on pourra maintenir que d'une certaine façon, dans la pensée, dans l'étendue, il y a des corrélations, mais que ces corrélations sont des déclinaisons et non pas des répétitions. Voilà. Une question Alors, on parle de plongements non triviaux, donc j'espère que ma question ne sera pas trop triviale. Mais dans votre séminaire récemment publié, vous affirmiez la thèse forte que vous identifiez chez Spinoza une primauté du multiple. Et je me demande si ce que vous démontrez là ce soir est un prolongement et une confirmation ou une spécification de cette thèse forte. J'ai pas compris la thèse. Est-ce que dans votre séminaire, dans ton séminaire, oui, tu dis qu'il n'y a que du multiple chez Spinoza. Il y a une primauté, en tout cas un primat du multiple sur l'un. Ce soir, confirme, infirme ou réfute. Je pense que ça indique les voies d'une confirmation. Je le prendrais comme les voies d'une confirmation. À savoir, après tout, on pourrait imaginer que tout dans Spinoza découle du fait que c'est une philosophie de l'un. Mais en réalité, le problème de Spinoza, c'est en fait qu'il n'y a que du multiple. Mais lui aborde ce problème dans la présupposition inaugurale qu'au niveau substantiel, il n'y a que de l'un. C'est-à-dire qu'il y a une seule substance. C'est un des tout premiers théorèmes, malgré tout, du livre. Il y a une seule substance. Mais finalement, son défi philosophique, c'est de montrer qu'en supposant qu'il y a une seule substance, on ne va pas du tout conclure comme Parménide qu'il n'y a rien d'autre. On va conclure au contraire qu'on a constitué le lieu pour penser complètement la multiplicité. Et ce que vous expose aujourd'hui confirme ce point-là. Et donc je maintiendrai que c'est une philosophie de l'un, on ne peut pas quand même l'éliminer, mais c'est une philosophie de l'un destinée à faire comprendre ce que c'est réellement que la multiplicité. Une question là, monsieur. Non, ah oui, oui, allez-y. Non, monsieur aura la parole après, on vous retient. Allez-y. Oui. Plus trivialement, est-ce que vous auriez des références bibliographiques pour une première approche de cette notion d'attribut d'absolu? Une référence, j'ai pas entendu. Des références bibliographiques, articles ou autres, pour une première approche de cette notion? Une référence bibliographique sur la notion d'absolu. Je peux répondre, hein? Oui. Je ne saurais trop vous recommander. Vous parlez de mathématiques ou de philosophie là, ou les deux? En philosophie, alors Alain Badiou ne l'a pas cité, mais la base, si vous voulez, pour cette question, c'est quand même le livre de Martial Guéroux, le commentaire de Spinoza ligne à ligne de l'éthique, des deux premières parties, et à la fin du premier volume, sauf erreur de ma part, il y a ce qu'il appelle la controverse sur l'attribut, et sur une centaine de pages absolument extraordinaires, Guéroux recense toutes les interprétations possibles qui ont existé jusqu'à son époque, c'est-à-dire en 68, à l'époque où paraît le livre, sur l'attribut, et tranche en faveur de l'interprétation que Alain Badiou a lui-même suivie, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, l'attribut n'est pas un point de vue sur l'absolu, mais est constitutif, ou du moins objectivement, une vérité objective ou une classe objective de différenciation, mais certainement pas un point de vue subjectif. Voilà.
C'est-à-dire que toute cette filiation sur Spinoza, évidemment le livre de Guéroult est magistral sur ce point, c'est quand même toutes les tentatives d'établir qu'une représentation possible de l'absolu, c'est-à-dire d'un point ou d'une zone où d'une certaine façon toute pensée vraie se constitue, parce que c'est ça, que n'est pas paralysante quant à la question de la différence. C'est vraiment ça l'apport de Spinoza. Et ça veut dire aussi que ça ouvre à une pensée selon laquelle l'absolu ne doit pas être conçu comme sous la modalité d'une entité séparée. C'est la lutte de Spinoza contre la transcendance. Voilà. C'est-à-dire Dieu est là, quoi. Et après tout, même Hegel, qui n'était pas spinoziste, a quand même dit l'absolu est auprès de nous dès le commencement. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est aussi l'idée que l'absolu est auprès de nous. C'est-à-dire qu'il est auprès de la pensée dès que la pensée est créatrice ou active. Et ça, c'est chez Spinoza, c'est sous une autre forme chez Hegel, et je m'en réclame. Voilà. Monsieur, levez la main pour qu'on vous voit. Voilà. Merci. D'abord, merci beaucoup pour l'exposé. En fait, je voudrais juste vous poser deux questions, peut-être pour mieux saisir la différence entre ce que vous dites là et surtout l'être et l'événement, si vous voulez. Et la première question, c'est que, disons, dans l'être et l'événement, vous dites que l'ontologie est une situation, ce qui fait que la forme pour du multiple y opère, mais que l'être se soustrait de la dialectique de l'un et du multiple. Et là, vous dites que l'absolu se soustrait du multiple aussi. Du coup, ça reste la question, je ne comprends pas exactement quel est le rapport entre l'être et pas l'ontologie, et l'absolu. D'une part, ça c'est la première question. Deuxième question, après je ne sais pas si, peut-être que je me trompe quelque part. Deuxième question, en fait, toujours dans l'être et l'événement, quand il s'agit de la question de la cardinalité de l'ensemble, des ensembles infinis, où s'ouvrent les trois voies, générique, constructible et la théorie des grands cardinaux, là vous dites que j'utilise la théorie des grands cardinaux contre le constructible, l'un contre l'autre, pour mieux montrer l'intérêt de la voie générique. Et là, me semble-t-il que là, vous suivez beaucoup plus la voie de la théorie des grands cardinaux. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, dans l'être et l'événement, ce qui vous intéresse, c'est la question de la possibilité des vérités. Et alors que là, en fait, surtout en rapprochant ce développement à Spinoza, me semble-t-il que vous dites que les vérités existent déjà. Alors que là, vous insistez beaucoup sur le fait que ce dont vous parlez n'est que la possibilité. Mais là aussi, c'est la possibilité. Puisque l'absolu dont il s'agit, ça n'est jamais que l'absoluité de l'ensemble des formes possibles de la multiplicité. Donc, on est encore dans l'ontologie qu'on pourrait dire formelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici des procédures de vérité en tant que telles. Il s'agit d'un espace de procédures mathématiques particulier dans lequel on rend raison de l'ensemble des formes possibles de la multiplicité. Donc c'est simplement un secteur particulier des mathématiques comme ontologie. C'est la même thèse que dans ça, je n'ai pas changé la thèse de l'être et l'événement. Simplement, c'est spécifié là, dans une direction qui n'est pas du tout celle de l'être et l'événement, parce que dans l'être et l'événement, ce qui m'intéresse, c'est une fois dit que l'ontologie est mathématique, c'est de rendre raison de la possibilité ontologique des vérités, c'est-à-dire de l'être des vérités. Et l'être des vérités sera représenté dans le cadre de la théorie des multiplicités génériques. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'examiner la théorie ontologique des formes possibles de la multiplicité. Donc, vérité signifie simplement ce qui est de l'ordre des vérités mathématiques concernant ces formes de possibilités. Donc là, on est dans mathématiques au sens usuel de la procédure scientifique. Je ne suis pas en train de revenir sur la théorie générale des vérités, tu vois.
C'est simplement un champ particulier qui me sert à toute autre chose, parce que ça me sert à réintroduire la question de l'absoluité. Parce qu'en vérité, je pense que c'est de la biographie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'être et l'événement, mon but, c'est de montrer qu'il peut y avoir des procédures qui produisent quelque chose d'universel. Le cœur de l'être et l'événement, c'est la question de l'universalité. Et l'universalité a une ontologie qui est l'ontologie des ensembles génériques. Voilà, ça c'est l'être et l'événement. Dans Logique des mondes, je pars dans l'autre sens. Je veux montrer que toute vérité, néanmoins, est créée dans un monde spécifique. Et quel est l'effet sur les vérités d'être créées dans un monde, hein? Ça, c'est pas réductible au fait que la multiplicité est générique. Les matériaux d'une vérité ont toujours été créés historiquement dans un monde déterminé. Même la mathématique grecque, tout ça, ça naît dans un certain monde. Alors que devient l'universalité quand elle est soumise à l'épreuve du fait qu'une vérité universelle se trouve créée dans les déterminations d'un monde? Donc c'est une théorie des mondes. Alors ça veut dire que bien qu'elle soit universelle, toute vérité est aussi, en un certain sens, une synthèse d'universalité et de particularité. C'est le deuxième temps. Et là, ce que je veux montrer, c'est qu'en un certain sens, toute vérité est également absolue. Voilà. Donc il me faut une théorie de l'absolu. Une question. Bonjour, je voudrais demander qu'est-ce que vous en pensez du théorème d'incomplétude de Kurt Gödel? Oui. Parce que c'est une réponse fameuse, formelle et négative à la question de la cohérence des systèmes arithmétiques oméga cohérentes. Ces théories, ça concerne certains systèmes arithmétiques, comme vous savez certainement. Je voudrais demander qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont les implications philosophiques de ce théorème? Parce que, oui, il y a de... Oui, je me suis beaucoup soucié du théorème de Gödel et des théorèmes avoisinants. Ce que Gödel dit, c'est que à un certain niveau de force des théories, on ne peut pas démontrer dans la théorie elle-même que cette théorie est cohérente. Bon. Voilà, c'est ça qu'il dit. Ça, il démontre que le rêve de boucler les mathématiques en donnant à l'intérieur d'une théorie une démonstration de la cohérence obligée, si je puis dire, de cette théorie, c'est un rêve inaccessible. Alors voilà, il faut donc admettre qu'il y a toujours quelque chose d'aventureux dans la production mathématique, puisqu'elle n'est pas sous la garantie d'une démonstration de cohérence. Autrement dit, les axiomes d'une théorie, peut-être vont-ils un jour produire une contradiction. Voilà. Donc la mathématique est suspendue désormais à un risque systémique et elle est obligée de se contenter, pour l'essentiel, de ce qui se passe dans l'histoire concrète. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de contradiction jusqu'à présent. Voilà. Et ça, je l'ai rappelé ici, je l'ai rappelé tout à l'heure. J'ai dit, vous pouvez assumer qu'il existe un plongement élémentaire non trivial, mais vous ne pourrez certainement pas prouver qu'il est cohérent de l'admettre. Donc, vous allez prendre un risque si vous l'admettez. Et les mathématiciens sont partagés en deux groupes là-dessus. Il y a ceux qui aiment les risques et ceux qui ne les aiment pas beaucoup. Donc, il y a ceux qui vont dire, bon, allons-y, on verra bien. Et puis ceux qui vont chicaner, qui vont dire, oui, mais quand même, il faut avoir plus d'assurance, il faut regarder les choses de près, cette hypothèse est-elle réellement nécessaire, etc., etc. Et c'est des atmosphères mathématiques différentes. Exactement comme il y a des mathématiciens qui sont assez tentés par la logique intuitionniste, d'autant qu'elle est appropriée quand même, elle est plus appropriée que la classique à la théorie des catégories,
Et la logique intuitionniste, c'est quand même une logique qui sert de près les critères d'existence des choses, qui n'admet pas le raisonnement par l'absurde, etc. Donc effectivement, vous avez raison de soulever cette question. Au fond, il y a toujours une mesure du degré de risque que l'on prend dans les théories mathématiques. Et ma conviction, c'est que c'est le stigmate du caractère ontologique des mathématiques. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer avoir une théorie rationnelle de l'être et d'avoir en plus la certitude que cette théorie est vraie. Ça, c'est trop demandé. C'est trop demandé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une doctrine de l'absolu, mais si on veut être absolument sûr de la doctrine de l'absolu, c'est quand même trop demandé à l'absolu lui-même. Si je me permets tout de suite une petite traduction à mon tour, ça explique aussi pourquoi ce fantasme de la complétude absolue qui existe dans tous les domaines, y compris en mathématiques, se retrouve aussi dans nos sociétés sous la forme du fantasme du contrat primitif qui pourrait se boucler sur lui-même et qui permettrait d'expliquer ensuite à la Rawls, c'est-à-dire réexpliquer tout sous la forme d'un contrat qu'on poserait au départ, bien qu'il n'aurait été jamais existé, mais qui serait une sorte de modèle suprême qui pourrait garantir qu'en quelque sorte, il est entendu par contrat qu'on doit respecter les contrats, etc. Et beaucoup de théoriciens politiques ont beaucoup de mal à renoncer à cette idée d'un contrat en total, quoi. D'autres Stéphane. C'est un peu périphérique, mais parlant de V, tu as dit qu'il y avait eu une intuition philosophique inconsciente de la part des mathématiciens. Et alors, moi, j'étais frappé par le fait quand même que l'élément du plongement élémentaire non trivial va s'appeler un témoin. Est-ce que l'expression de témoin, et souvent en mathématiques, moi je suis très frappé par des expressions concrètes qu'ils utilisent. Je veux dire que cette notion de témoin, est-ce qu'elle relève aussi d'un inconscient philosophique ou bien est-ce qu'il y a des motifs plus explicitables? Moi, j'ai souvent rêvé d'écrire un livre, un petit livre, sur les choix lexicaux des mathématiciens. Vraiment, c'est une chose tout à fait extraordinaire. C'est un vocabulaire extraordinaire. On trouve des gerbes, des faisceaux, des témoins. C'est un vocabulaire très imagé, très souvent, et qui est, à mon avis, à chaque fois, un indice de ce qui est pensé là. C'est-à-dire, c'est pas du tout... finalement, ils se mettent d'accord sur un mot. C'est toute une histoire très compliquée. Hein. La chose n'est pas nommée tout de suite, elle est nommée après, il y a des discussions sur le nom, etc. Mais à la fin des fins, ça fait partie de la pensée vraiment des mathématiques, non pas au niveau démonstratif et formel, mais au niveau de l'intuition qui se donne dans cette affaire. Et là, c'est effectivement remarquable, parce qu'il y a la procédure, au fond, elle, assez solide et classique de définition du plongement élémentaire en termes de fonctions, etc., non trivial, et puis il y a la démonstration qu'apparaît alors un cardinal, et alors ils l'ont appelé le témoin, ils disent les phrases, le cardinal en question témoigne de l'existence d'un plongement élémentaire. Et ça, je crois qu'à chaque fois, c'est intéressant de s'attacher au mot choisi, parce qu'il est comme un éclairage sur la démonstration. Il donne un peu la substance pensée de la démonstration. Comme par exemple, lorsque des grandes figures de la topologie, alors là, ça fourbille le langage, les gerbes, les faisceaux, les choses qui sont ouvertes ou fermées, etc., etc. Et c'est tout un lexique fascinant, en réalité, et qui est un guide aussi de la compréhension des choses. Est-ce que toutes les questions... Oui, est-ce que vous êtes entièrement satisfait, donc la satisfaction est complète. Il nous reste à remercier très chaleureusement Alain Badiou.